Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour le numéro 61 de MPCM Jean Romain, philosophe, écrivain politique. Je lui réserve donc deux petites définitions. La première dans le dictionnaire du diable, pour voir sa réaction. Normalement, c'est des petites définitions caustiques. Là, j'ai pris érudition. Érudition, première poussière tombant d'un livre dans un crâne vide. Ça te dit quoi comme... Oui, l'érudition n'est pas quelque chose qui est lié nécessairement à l'intelligence. Il y a des érudits qui sont bêtes comme leurs pieds, et il y a des gens qui ne le sont pas du tout et qui sont intelligents. Donc il n'y a pas une relation directe entre l'érudition et l'intelligence, mais l'érudition permet en tout cas, je ne sais pas si c'est vide, peut-être c'est vide, mais en tout cas d'alimenter certaines choses, puisque l'érudition vient par la lecture, par la visite de musées, etc. Tu la mets dans le champ de l'instruction? Non, pas nécessairement. Je le mets dans le champ d'une culture qui peut être un tout petit peu superficielle. Et à ce titre-là, elle est un petit peu ennuyeuse. Narcisse Prat, notre anarchiste valaisan récemment décédé, il a rédigé ce dictionnaire insolent. Et j'ai été assez étonné parce qu'il y a des définitions qui sont très caustiques, sarcasmiques, etc. Mais là, alors, j'étais étonné, j'ai pris le mot éducateur. Je me suis dit que tu as travaillé beaucoup dans ce champ-là. Ouais. Et alors, éducateur, il n'a pas de définition, mais il a une question qui est toute simple. Le plus beau métier du monde, point d'interrogation. C'était le plus beau métier du monde à l'époque où l'école permettait une certaine liberté. C'est-à-dire il y avait une confiance qui était accordée aux professeurs, qui était accordée aux enseignants, aux instituteurs. Confiance qui s'est peu à peu étiolée. Et puis aujourd'hui, c'est pas le plus beau métier du monde, mais ça l'est théoriquement. C'est-à-dire être un passeur de culture, être celui qui transmet le passé pour pouvoir s'organiser envers le futur. Ça, c'est un beau métier. Il se trouve que maintenant, on gendarme tout le monde et finalement moi j'ai quitté l'enseignement bien avant la retraite parce que j'en avais assez, mais avec les élèves c'est tout à fait intéressant. Alors je me suis dit que j'allais oser présenter moi-même un livre avec un philosophe assez renommé. C'est un tout petit livre de 50 pages, c'est la poétique d'Aristote, c'est l'art de faire des histoires avec certaines règles. Moi je vous le conseille, c'est assez exigeant comme petit ouvrage. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, je pense que c'est quelque chose que tu connais. Oui, bien sûr. J'ai enseigné pendant 35 ans Aristote et la philosophie grecque, notamment à Genève. J'habite plus. Et alors, un petit mot peut-être sur ce livre, puisque Alors, Aristote a fait deux livres sur la poétique. L'un qui concerne la tragédie que l'on a, et puis il annonce à peu près au début, il dit quand j'aurai fini d'expliquer ce qu'est la tragédie, je parlerai de la comédie. Et puis le livre de la comédie d'Aristote, eh ben, il n'existe pas, ou en tout cas pas. Et ça c'est le thème du Nom de la rose d'Umberto Eco, où au fond on essaye de rechercher ce prétendu livre qui existerait en 1327 dans une abbaye bénédictine du nord de l'Italie. Toute la vision de Umberto Eco est là-dessus. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, rire du mal, c'est quelque chose d'assez négatif, parce que dès lors qu'on se mêle de rire du mal, on n'est plus tout à fait disposé à le combattre. Voilà. Et alors, contrairement aux autres personnes que j'ai reçues, j'ai obtenu de sa part, à travers un petit message, les 3 auteurs romans. Il a choisi 3 auteurs romans. Alors, le premier, c'est quelqu'un, je dois l'avouer, que je ne connaissais pas du tout, oh ma honte, semble-t-il, c'est Jacques Mercanton, qui a rencontré pas moins dans sa vie que James Joyce et Thomas Mann. Alors, quel livre tu nous proposes de Jacques Mercanton? Alors, il y a 2 livres importants de Mercanton, notamment le plus simple dans lequel on peut entrer, c'est La Sibylle de Mercanton, qui est paru en poche suisse. Le pitch le pitch, le résumé du livre. Ah, ça c'est assez difficile de résumer le livre puisque c'est une série de nouvelles. Et ce sont des nouvelles qui se passent en Italie principalement. Et Mercanton, on entre dans l'univers de Mercanton. Et puis le grand livre de Mercanton, c'est un livre qui a dans les 700 pages à peu près, à la hauteur de Thomas Mann, à la hauteur de James Joyce dont tu parlais tout à l'heure. C'est l'été des 7 Dormants. Ça se passe au long du Danube, sur la frontière autrichienne, allemande, en Bohême.
ferme et dans une maison réservée pour les jeunes qui y viennent l'été. Et c'est dans cette maison-là, dans un décor somptueux de la forêt, que Jacques Mercanton met en place l'histoire de l'été des Cédormans. L'été des Cédormans, c'est de la mythologie musulmane, que de 7 jeunes avaient été endormis puis s'étaient réveillés. Donc on a le phénomène de la résurrection, le phénomène de l'eau qui permet à ceux qui se noient de ne pas tout à fait mourir, parce que le héros de l'été des Cédormans de Mercanton, eh bien, et on le trouve dans quelle édition? Alors, c'est aux éditions de l'Air. D'accord. Je crois que ça a été repris en poche suisse. Et puis alors, 2 auteurs valaisans. Le premier, c'est Maurice Zermatten, le père de Jean Zermatten et de la liseuse Françoise Bercla. Alors, quel livre tu retiens pour nous mettre en joie avec cette écriture très classique? Oui, alors c'est une écriture très classique et Zermatten a été le témoin de ce qui se passe en Valais. Il a écrit le Valais qui était en train de partir à l'époque où moi j'étais encore au Valais il y a une 50aine d'années. Moi, un des livres que je préfère, c'est Visage. Visage de Zermatten, c'est pas tout à fait le Valais en tant que tel, c'est les gens qu'il a rencontrés et il regarde leur visage. Et ce visage, c'est le visage du père, le visage de la mère, le visage des amis, le visage de toute une série de gens qui sont partis. Moi, j'aime beaucoup d'abord ce titre, c'est au fond des portraits, mais par le visage, parce que finalement, regardez, le visage, c'est la seule partie nue du corps, n'est-ce pas? Cracher sur l'épaule de quelqu'un, cracher au visage de quelqu'un, ça a une toute autre signification, parce que le visage, c'est l'identité. Et de cette manière-là, Zermatten, avec un langage extrêmement poétique, pas tout à fait celui que l'on connaît, notamment dans l'Homo Zerbe ou autre chose, ou à l'Est du Grand Couloir, il est en train de mettre en place une vision poétique. Zermatten a une dimension poétique qui a été peut-être moins vue, en tout cas par la plupart des gens, et je trouve dommage. Et puis alors, le 3e ouvrage, Magnifique épouse de Maurice Chappat, Prix Goncourt de la Nouvelle 74, Corinne Aby. Qu'est-ce qu'il nous propose de cet écrivain magnifique? Alors, aussi des nouvelles, Le bal double. Corinne Aby, pas du tout alors. Ce sont des nouvelles. Moi, ce que j'aime dans Corinne Aby, alors c'est surtout ce que j'aime, c'est qu'au fond, l'idée de bal double. On danse, on vit, on est au milieu du monde, mais il y a une sorte d'autre monde parallèle qu'on peut peut-être rejoindre. Ce monde parallèle n'est pas un monde virtuel comme on a maintenant, c'est un monde fictif. Qu'est-ce que c'est que la différence entre le virtuel et le fictif? Le virtuel n'existe pas. C'est très bien fait, enfin c'est un monde qui n'existe pas. Tandis que le fictif, et c'est ça la grandeur des grands écrivains, c'est de pouvoir essayer de mettre en place quelque chose qui n'a pas existé dans la vie de tous les jours, mais qui aurait pu exister. Et pourquoi ça n'a pas existé, on n'en sait rien. Et Corinne Aby a cette manière de faire qui fait qu'on passe d'un coup d'un univers dans un autre qu'on n'a pas remarqué mais qui est là. Et elle a été très attentive, notamment au masque du Lötschenthal, n'est-ce pas, ou que l'on retrouve dans le bal double, parce que le masque, c'est exactement cela, me semble-t-il. Le masque, à la fois, cache l'identité, puisque c'est le thème du visage, cache l'identité, mais révèle une identité qui était là pourtant, parce qu'on ne choisit pas n'importe comment les masques, n'est-ce pas? En t'écoutant, je me demandais comment ça se fait, moi qui ai suivi des études classiques, quand même une filière classique, qui aime beaucoup la lecture, etc., j'ai jamais été approché à travers le corps professoral de Corinne Aby ou de Maurice Zermatten. Mais parce qu'il y a, chez nous, il y a une sorte de fascination de la France et de la France, une fascination de Paris. Alors, je veux dire, il y a eu l'idée que finalement, pour réussir quelque chose, pour être un type bien, il fallait aller à Paris, monter à Paris, passer chez Pivot qui vient de décéder, et qu'il y avait une sorte de méconnaissance, moi, qui était peut-être aussi un peu de pudeur. On ne parle pas trop des noms. Est-ce qu'il y a une condescendance un peu du français vis-à-vis du roman? Peut-être un tout petit peu. Les Français parlent essentiellement la langue. Nous, on parle accidentellement la langue, on a nos accents, nos mots, etc. Et il y a certainement, à mon avis, parce que c'est beau les accents, il y a une sorte de gêne un tout petit peu. Au fond, lorsque Ramu va à Paris, cette différence qu'il a, elle se voit terriblement. Et Ramu est malheureux à Paris, parce qu'il y découvre que finalement, on est heureux là où l'on peut trouver quelque chose qui nous nourrit. Et alors là, j'ai une question que je vais formuler qui me paraît très importante. Cette question, elle n'émane pas de moi, mais d'un homme à peu près notre âge, qui est venu ici à l'étude à la suite de ses affaires d'église et qui a été abusé une seule fois, par un prêtre de l'église de Saint-Guérin à la chapelle de Châteauneuf.
Et il m'a dit, moi j'ai une question pour Jean Romain que je trouve importante et qui était celle-ci. Dites-moi Jean Romain, ce prêtre, ces gens-là, croient-ils en Dieu, en Jésus-Christ, ont-ils jamais eu la foi? C'est assez difficile. Parce que moi, je trouve que c'est une question assez essentielle. C'est finalement essayer de rentrer dans la peau de l'autre, de cet autre qui est censé être ce vecteur social vers le Christ, finalement, et qui commet, on va dire, un peu l'acte abject, un crime, voilà, au niveau état de droit. Tout à fait. Alors, ça, c'est difficile de dire si les gens ont la foi ou pas la foi. Je pense que c'est une question assez intime. On peut jouer celui qui l'a ou qui ne l'a pas. Ce que je crois, en revanche, c'est que nous sommes des êtres humains et en tant que tels, nous sommes habités par des démons, par des noirceurs, et que finalement, Dieu sait, c'est pas la majorité, mais finalement, il y a cette noirceur qui apparaît à l'occasion de ce que vous venez de... Parce que finalement, j'ai senti sa question, quand même la poser très sérieusement, d'une sorte de compatibilité entre l'acte criminel absolu et, on va dire, l'innocence de l'enfant servant de messe, parce que cela lui est arrivé pendant qu'il était servant de messe, et la mission finalement du prêtre. Je pense que c'est une horreur, c'est un crime punissable, c'est inadmissible. Ceci dit, ça a toujours existé. Maintenant, on est plus réactif, heureusement, n'est-ce pas? On est plus réactif à ça et au fond, le couperet tombe. Je crois qu'il y a cette dimension de l'être humain, mais l'Église, depuis plus de 2000 ans, a fait tellement d'horreurs, tellement de conneries, qu'il devrait bien y avoir derrière tout cela quelque chose de vrai, parce que sinon, ça ferait bien longtemps qu'elle se serait éteinte. Alors, Narcisse Prat, qu'on a découvert là tout à l'heure avec son dictionnaire insolent, c'est quelqu'un donc qui a aussi été abusé et qui a été éduqué entre guillemets dans des séminaires, dans des internats catholiques, etc. Et puis qui a écrit, on va dire, notamment des textes très très durs que j'ai publiés à l'Index depuis 2011, très violents, on va dire, contre l'Église catholique, contre les systèmes religieux, etc. Ces textes-là, d'une virulence, on va dire, très très forte, est-ce qu'ils appartiennent, selon toi, au champ de la liberté d'expression? En quelque sorte, doivent-ils être pleinement préservés? Oui, je suis contre toute censure. Je pense que dès lors que c'est écrit, c'est là, de confondre quelques personnes, une minorité quand même de personnes, et l'ensemble de l'Église, plus même l'ensemble des religions, ça ne me paraît pas légitime. Je crois qu'il y a une dimension religieuse à l'être humain. On a bien vu ce qui s'est passé, notamment en Union soviétique, où pendant 80 ans, on a voulu, en tout cas, congeler le fait religieux. Dès lors que la glace a fondu, la religion est apparue dans toute sa puissance, parce que c'est une dimension qui me semble nécessaire. Je termine. Ceci dit, cette nécessité, elle est liée à une vision de la spiritualité. Toute spiritualité n'est pas religieuse nécessairement, mais il y a dans les religions une dimension spirituelle qui manque cruellement à l'homme. Mais par exemple, avec ce phénomène « je suis Charlie », ces caricatures très sarcastiques, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, enfin, d'une virulence vraiment forte sur le plan social, avec des implications, on va dire, politico-religieuses. C'est quoi ton regard? C'est l'absolue liberté d'expression du caricaturiste, aussi dur soit-il? Oui, bien sûr que oui. Parce que pour ce qui est du christianisme, la caricature a été là. Aussi, il n'y a pas eu... toute religion confondue. Oui, il n'y a pas eu. Alors moi, je suis pour cette liberté d'expression, je suis pour le droit au blasphème, je suis pour le droit au blasphème. Ça ne veut pas dire qu'il faille blasphémer, ça veut dire que c'est une dimension de l'être humain et que finalement, moi, je trouve que je veux dire, rire, c'est-à-dire mettre à distance, ça ne veut pas dire que quand j'ai vu les caricatures de Mahomet ou du pape ou de qui vous voulez, c'est comme ça que je dois vivre. Personne ne dit ça, n'est-ce pas? Mais simplement, c'est une vision qui a sa part. Et je crois que le jour où on ne pourra plus rire d'un certain nombre de choses, il y a une scène absolument incroyable dans Rabelais où Panurge, on connaît, n'est-ce pas, les moutons de Panurge, où Panurge achète un mouton, le flanque à l'eau, tous les autres moutons sautent aussi, et puis les bergers, enfin les marchands de moutons se noient. Et Panurge, dans une barque,
avec une rame, il leur tape sur la tête en leur disant, écoutez, vous allez voir à quel point l'autre monde est intéressant, et paf, on leur tape sur la tête. Bien, on rit de Panurge, personne pense que c'est comme ça qu'il faut en user, mais n'empêche que le jour où on ne pourra plus rire de Panurge, et peut-être qu'on n'en est pas si loin, n'est-ce pas, ça sera terrible. Comment essayer de faire accepter ce discours qui est absolument le mien, j'ai envie de dire, à la société musulmane qui est intégrée, entre guillemets, à la nôtre? Elle n'est pas intégrée à la nôtre, il y a une partie... Oui, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une partie qui l'est, et il n'y a aucun problème. Pas seulement musulmans, d'autres... Même pour les caricatures. Bien sûr. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a une minorité, et il y a une minorité qui ne veut pas le faire, qui ne veut pas s'intégrer chez nous, pour différentes raisons, qui a fui, ou en tout cas, qui s'est éloigné de la culture, qui ne leur convenait pas dans leur pays, pour la reproduire dans un pays qui les accueille. C'est insupportable. Il y a une responsabilité de l'école, par exemple? L'école ne peut être rien d'autre que la caisse de résonance de la société. Si la société veut ça, l'école le voudra. Je crois que c'est pas en martelant les grandes théories sur l'intégration, sur la laïcité. On n'éduque pas avec des mots, on éduque avec des exemples. Et ça, on a oublié. On croit qu'en parlant aux gens, ça va ouvrir l'esprit. Ça ouvre rien du tout, ou assez peu l'esprit. Il faut qu'il y ait l'exemple du professeur ou de l'école, mais de tout le monde qui se met... Si tu avais été enseignant en France avec ces meurtres d'enseignants qu'il y a eu ces 2 dernières années, etc., le cours suivant, comment tu l'aurais introduit? Ah, je ne sais pas du tout. Dieu merci, on n'en est pas là, en tout cas chez nous. En tout cas, on ne valait pas du tout. À Genève, il y a un peu plus de difficultés, c'est un peu plus de gymkhana. Mais c'est peut-être parce qu'on est trop proche à Genève de la France. Je ne sais pas. Mais de faire un discours sur la République, de faire un discours devant une classe, ça ne sert à rien. Parce que ça fait longtemps que ça aurait changé. Je crois que les profs le font, disent un certain nombre de choses. Tu ne crois pas que les élèves, les étudiants à ce moment-là attendaient d'un prof de philosophie ou de littérature qui s'inscrit dans une sorte d'histoire générale, aurait attendu quelque chose à ce moment-là? Une partie, oui, mais le problème vient du nombre. Si on a 2 élèves sur une classe étrangère, il n'y a aucun problème pour l'intégration. Mais au moment où ça inverse le rapport de force, c'est le nombre qui fait ça. Ce n'est pas le discours, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut plus faire passer une parole qui élève. Alors, je reviens à une autre chose, naturellement, je ne peux pas éviter cette question. C'est quoi ton regard aujourd'hui avec ce qui s'est passé au niveau des accusations portées contre les prêtres de l'Église catholique, contre ce qui s'est passé dans le milieu de l'internat, etc. Souvent, j'avais envie de dire que ces propos qui étaient extraordinairement durs de Narcisse Prat, eh bien, à la fin de sa vie, parce que c'est ce qu'il a vécu à la fin de sa vie, il s'est trouvé qu'on doit lui donner d'une certaine façon raison sur ces discours si violents. Parce que la violence, elle n'est pas dans les mots de Narcisse Prat, elle était dans les actes posés par ces prêtres vis-à-vis de ces jeunes. Tout à fait. Tout à fait. C'est inadmissible, hein, et je crois qu'il faut laisser. Il y a 2 temporalités. Il y a la temporalité des médias, où ils ont joué un rôle assez curieux, parce qu'au fond, d'abord, c'est pas à l'internat que ça se serait passé, n'est-ce pas? C'est bien ailleurs, à l'extérieur. Oui, oui. Moi, j'ai fait l'internat de Saint-Maurice, j'avais entendu parler de ça. Peut-être qu'il y avait un monde parallèle auquel j'accédais pas, je veux bien le croire. Donc c'était à l'extérieur, d'une part. D'autre part, c'est quelques prêtres, dont la plupart sont morts, n'est-ce pas? Et puis, il y a aussi, donc, il y a eu de la part des médias une sorte d'emballement autour d'un fait qui est bien réel, qui est totalement condamnable et qui existe. Alors je crois que voilà, l'Église catholique elle-même a demandé un rapport. Ce rapport est sorti et évidemment ça a été la consternation devant le nombre de gens qui étaient là. Concernés. Alors, pas seulement des prêtres, on pense aux victimes, n'est-ce pas? Comment les accompagner, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a eu aussi parmi ces victimes, de fausses victimes. Il y a un prêtre aujourd'hui à Saint-Maurice, qui est en train de faire la grève de la faim, parce qu'à 3 reprises, il a été blanchi. Alors, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière. Enfin bref, la justice l'a blanchi, il n'y avait rien à lui reprocher. Et il demande d'être rétabli dans son honneur, rétabli dans sa fonction, ce qui tarde un tout petit peu à venir. Il fait une grève
de la fin, mais les médias, moi j'ai pas entendu des médias dire, écoutez là, peut-être qu'on a jeté le bouchon un peu loin, peut-être que là on n'a pas été tout à fait ce qu'il fallait faire, on a privilégié ce qui était manifestement scandaleux à la vérité. Et pourquoi tu t'es impliqué dans cette modification proposée du nom du collège de l'abbaye de Saint-Maurice, qu'on voulait transformer en collège de Saint-Maurice, ou collège du Chablais, ou je ne sais pas, j'ai pas... Non, le Chablais, c'est collège de Saint-Maurice. Pourquoi c'est important la suppression de ce mot abbaye dans ce contexte-là? Est-ce que c'est lié à ta formation au collège qu'on peut parler, ou c'est quelque chose... On a cédé sur quelque chose d'important? Je pense qu'on a cédé aussi sur quelque chose d'important, surtout dû à la précipitation, surtout dû à la volonté de faire pièce au scandale qui a éclaboussé non seulement ça. Réaction excessive du politique? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. C'est-à-dire que ce n'est pas la même temporalité. Alors d'abord, on a une loi. Cette loi, c'est la loi sur l'instruction publique du canton du Valais, qui dit clairement, n'est-ce pas, il y a le collège de Sion, les collèges de Sion, le collège de Sion, le collège de Brigue, et le collège de l'abbaye à Saint-Maurice. Là, on peut dire qu'il y a eu une omission, un acte manqué, un oubli légal. Oui, je crois que moi je suis pour respecter les lois. Si on veut changer quelque chose qui est dans la loi, on change la loi, on rectifie la loi, on la dépoussière, on fait ce qu'on veut. Mais on ne vient pas dire ensuite on peut changer parce que tout le monde est d'accord, parce que les chanoines sont d'accord, parce que si, parce que ça sont d'accord. On peut être tous d'accord et puis se tromper, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on est plusieurs à se tromper longtemps qu'on a raison. On a raison quand on est en accord avec la loi, il faut changer la loi de ce point de vue-là. Ceci dit, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le nom est important. Le nom, c'est pas quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Moi, j'ai des noms de mon enfance, de mon adolescence qui chantent en moi, et on peut pas comme ça les effacer, alors qu'on voit pas tellement bien pourquoi. Je crois que c'est le nom propre surtout. Il y a des noms propres comme ça. Tous les grands écrivains ont été attentifs. Alors je pense à Proust, hein, mais tous les grands écrivains ont été attentifs au nom, parce que le nom, finalement, le nom propre entre dans notre intimité, dans notre vie intérieure, se mêle à nous, n'est-ce pas? Dans Proust, on peut recommander la lecture du premier livre de Proust, Guermantes, etc. D'accord, juste la recherche. Hein. Et puis, de ce point de vue-là, ce qui me semble important, c'est qu'il y a des noms propres qui sont communs à tous. Et changer le nom, c'est pas simplement une petite banalité, c'est désinscrire quelque chose qui s'est inscrit dans le temps. Alors, on va parler un tout petit peu un moment du wokisme, mais j'ai cette anecdote que j'ai vue récemment d'être éditorialiste qui est un quotidien, Jean-Michel Apathy, qui disait ceci. Il prenait l'exemple de ce général français pendant la guerre d'Algérie, qui avait rédigé des traités en quelque sorte, et avait agi également par des meurtres et des assassinats d'enfants, de femmes, etc. pendant cette période de décolonisation. Et puis, il dit, mais moi, ce que je supporte pas, et c'est pour ça qu'il dit, je suis profondément wokiste, c'est que ce général, dont j'ai maintenant le nom m'échappe, il a donné son nom, on parle du nom justement, son nom à une école maternelle dans je ne sais pas quel arrondissement de Paris, et il trouve ça insupportable, et il est pour la suppression du nom. Alors naturellement, je suis à une certaine extrémité, mais quelle est ta position par rapport juste à ce petit point-là, puisque après, on va l'aborder de manière générale. Là, je suis dans la singularité. Bon, ce journaliste-là, il a l'art de provoquer, n'est-ce pas? Donc, moi, je ne l'aime pas du tout. Et récemment, chaque fois, il n'est pas du tout bête. Il ne le fait pas par hasard. Il le fait par volonté de provoquer. Alors, c'est quoi le wokisme? C'est assez curieux. À Genève... Non, mais là, par exemple, s'il y avait eu un débat public dans ta ville, etc., en disant, voilà, on a ces informations sur ce type, etc. Parce que pour revenir à l'histoire du prêtre, si le prêtre avait donné son nom à une école maternelle, par exemple, et qu'aujourd'hui il y a un débat qui vient, quelle aurait été ta position sur la suppression ou non de cette dénomination scolaire? Moi, je suis contre le fait de débaptiser les rues, de débaptiser les bâtiments, de débaptiser les places.
parce que nous sommes alors de nouveau tributaires du temps court, de ce que l'on apprend. Ce qui est important, de mon point de vue, c'est de garder la mémoire. En Union soviétique, lorsque des dignitaires tombaient dans le discrédit, on les effaçait des photos officielles de façon à ce qu'ils n'apparaissent plus. Et finalement, il n'y a pas de leçon à tirer là-dessus. Au fond, il n'y a plus rien passé, il n'y a rien à voir. L'école s'appellera désormais l'école X ou Y, alors qu'elle s'appelait l'école M ou N. Je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est important d'expliquer les choses. Alors, contextualiser, par exemple, la statue de Curie à Neuchâtel, expliquer dans quelles circonstances il est allé au Brésil, etc. Et comment il a pu, finalement, à un moment donné, faire des choses qui sont hautement désapprouvées aujourd'hui. Mais là, il faut rappeler que les fondateurs de la Constitution américaine, certains étaient esclavagistes, notoires, affirmés, assumés, etc. C'est pas pour ça qu'on voudrait rayer la Constitution. D'accord, mais lorsqu'on parle d'Aristote, les Grecs avaient des esclaves, et Aristote, Platon ou tous ces gens, le cœur léger parler des esclaves, ce qui nous paraît insupportable aujourd'hui. Mais est-ce que l'on va nécessairement expurger des textes toute cette dimension qui aujourd'hui nous fait horreur, mais qui était liée à une époque? Non, je crois qu'il faut expliquer les choses. Dernière chose, Sartre dit dans l'existentialisme est un humanisme, il parle des nègres. Essayez aujourd'hui d'utiliser ce mot. Est-ce que Sartre est raciste? Pas du tout. Est-ce que Sartre... Oui. Mais il se trouve qu'en 1947, au sortir de la guerre, eh bien, c'était un mot qui était bien en cours et puis on l'utilisait. Très souvent, quand je prends mon petit ristretto à midi, je dis à ma fille, maintenant j'essaie d'éviter, mais pendant très longtemps, elle a 18 ans, elle fait sa maturité, je lui dis amène-moi une tête de nègre. Naturellement, nous, tête de choco. Une tête de choco, etc., etc. Ça, c'est aussi un changement de nom on comprend la sensibilité, etc. Et on comprend que j'ai été en quelque sorte formaté pour manger une petite tête de nègre. Oui, mais moi aussi, j'appelle ça tête de nègre, Georges aussi. Voilà. Mais le problème est que je crois que c'est comme ça qu'on a appris. Mais s'il suffisait de changer les mots pour changer les choses, s'il suffisait de dire tête de choco pour supprimer le racisme, ça fait longtemps que tout le monde serait là-dessus. Je vous l'ai dit, on n'éduque pas avec des mots, on éduque avec l'exemple. Et celui qui mange une tête de nègre, de choco, tout ce que vous voulez, peu importe, c'est son exemple qui va primer. J'ai un exemple un peu particulier sur l'éducation. C'est cette professeure qui dit, ou plutôt c'est cette évaluatrice de situation qui dit, voilà, cet élève au bac ou n'importe quoi a réalisé 85 questions sur 100 en français et a obtenu une note de 5, alors que 85% proportionnellement c'est à peu près un 17 sur 20, et donc on met dans la tête de cette personne une sorte d'incapacité à rentrer dans le système éducatif, on le dévalorise, et donc ça c'est toute la problématique de la notation. Quel est ton regard sur ce petit exemple? Alors ça c'est le problème de la docimologie, n'est-ce pas, évidemment la notation. Je crois que c'est une erreur. Nous avons des notes, il faut donner les notes, il faut valoriser ce que l'on peut valoriser, mais tout le monde ne peut pas réussir du seul fait qu'il aime l'école ou la littérature française. Il y a quand même à passer des obstacles. Alors très souvent à l'école, lorsque les élèves ne pouvaient pas courir le 100 mètres, on a mis la ridée à 50 mètres en disant c'est formidable, vous voyez, ils y arrivent tous à peu près dans le même temps. C'est pas ça l'égalité. Ça c'est l'égalitarisme, c'est la volonté, n'est-ce pas, d'introduire dans la transmission de savoir qui devait être au centre de l'école une dimension politique. Et cette dimension politique, si elle est légitime du point de vue politique, elle n'est pas du point de vue de l'éducation. On a tous rencontré 1, 2 ou 3 professeurs qui ont marqué notre existence d'étudiants. Toi, tu les as en tête en ce moment. Bien sûr. Alors, c'est qui a fait que tu es un peu ce que tu es aujourd'hui? Alors, c'est plusieurs choses, parce que c'est pas seulement ça. Mon grand-père était écrivain. Quand on était enfant autour de la table, on discutait beaucoup de littérature. Il y avait souvent le dictionnaire sur la table lorsqu'il y avait des chicanes. Mais à Saint-Maurice, lorsque j'étais à Saint-Maurice, le grand professeur, c'était Bernard Athanasiades. Il revenait d'Afrique. Et il enseignait quoi? Il enseignait la littérature française. Il était auréolé de tout cela, et avec peut-être une petite note pour les classiques,
Et je crois que c'est lui le premier qui m'a dit, pas tellement sur les notes, bon j'avais des bonnes notes, mais c'était pas ça le problème, mais il avait perçu une sorte de sensibilité, et il m'avait promis de dire, oh, vous pourriez peut-être écrire plus tard, sa femme était aussi écrivain. Alors ça c'est quelqu'un qui a marqué, je crois que c'est important lorsqu'on a 17, 18 ans d'être marqué. Et puis l'internat, évidemment, écoutez, l'internat, on avait des études, des heures d'études qui étaient bien trop supérieures à ce qu'on devait faire, n'est-ce pas? Alors on en avait le matin, on en avait à midi, on en avait après-midi, puis on en avait le soir. L'élève à peu près normal, il n'a pas besoin d'autant d'heures. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lit. Parce qu'à l'étude, on ne peut pas aller à l'étude, et puis on est obligé de s'occuper, il n'y a pas de télévision ou autre chose. Donc je lisais, et je n'ai pas du mérite du tout, je ne savais pas que faire, je m'ennuyais, alors je lisais, puis finalement, assez rapidement... La rencontre, par exemple, de ce professeur t'a dicté le sens des études pour devenir aussi professeur, ou bien? Non, tu dirais... non, c'est pas ça, moi je ne voulais pas devenir professeur, je voulais devenir Proust. D'accord. Mais qui c'est qui veut devenir prof? Alors, c'était ou devenir Proust ou autre chose. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé mon métier. Je suis parti avant la retraite, évidemment, mais j'ai beaucoup aimé mon métier. Non, je ne crois pas. Ce qui m'a motivé, c'est l'art de transmettre. J'ai toujours fait la même chose. Lorsque je parle avec toi ici, je transmets quelque chose, pas très important, mais je transmets quelque chose. Je l'ai fait pendant 37 ans, n'est-ce pas, dans l'enseignement. Je le fais en écrivant, j'écris des articles, j'écris encore maintenant, je suis chroniqueur dans un journal. Donc c'est ça qui me paraît intéressant. Et nous vivons, nous, une extraordinaire crise de la transmission. Nous ne voulons plus transmettre, alors ça c'est un développement qu'on peut faire, parce qu'en fait je crois nous ne nous aimons plus, ou plus assez pour nécessiter le fait de dire ça c'est important. Peut-être que ce faisant tu as répondu à ma prochaine question qui était toute simple, c'est qu'est-ce qu'un bon professeur? Finalement c'est un excellent transmetteur. Oui, ça suffit pas, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est ce qu'il doit faire. C'est celui qui, d'une certaine... Je me posais la question quand je faisais le latin et le grec, et puis je vais dire au prof, mais à quoi ça sert, ça? De toute façon, on ne parle pas le latin, on parle pas le... Alors le professeur, très doctement, nous disait, oui, mais comme ça, vous pouvez parler mieux le français, vous avez accès au racines. Le seul prof qui m'a éclairé, c'est celui qui m'avait dit, et c'était Athanasiades, tu poses mal la question. Tu ne dois pas poser la question à quoi ça sert, de quoi ça te libère. Et là, d'un coup, n'est-ce pas, les œillères sont tombées de mes yeux, puis mais c'est vrai que c'est ça. Ça libère de quoi alors? Mais ça libère de l'ignorance. Ça libère de celui qui croit que le monde a commencé avec lui. Ça libère de toute chose, et ça libère surtout de se comparer à une autre langue, à une langue qui a duré beaucoup plus longtemps que le français. Le latin a duré beaucoup plus longtemps que le français, plus d'un millénaire. Nous, ça fait que 5 petits siècles seulement. Donc, le bon prof, c'est celui qui libère, et qui libère pas de manière ou d'une autre, mais qui libère par la transmission. Le savoir est suffisamment porteur de liberté que lorsqu'on y met quelques graines, plus tard, on ne le sait pas, des fois on ne le saura jamais, eh bien il pousse quelque chose. Dans les graines du savoir pousse l'universel. Et ton choix à la maturité de tes études universitaires, ça s'est fait naturellement par rapport à ce que tu viens de dire, ou bien? Oui. Tu as choisi quoi, la littérature française? Philosophie. Philosophie oui, et littérature. Non, j'ai fait à Lausanne quelque chose sur la littérature française, et puis à Fribourg, j'ai fait une mission pure de philosophie. Et pourquoi la philosophie alors parce que c'était, de mon point de vue à l'époque, le monde qui me permettait de moins mal comprendre le monde dans lequel je vivais. Comment comprendre ce fait qu'on a diminué les ordres de philosophie, qu'on parle même de les supprimer, alors que celui qui a fait un peu d'humanité classique se dit, mais non d'une pipe, s'il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas supprimer, c'est ça en numéro 1. Parce qu'on veut être utile au lieu de vous libérer. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, au moment où vous vous trouvez... Moi, je me suis trouvé à un moment donné, on voulait aussi supprimer les heures de latin. Alors, les gens plus ou moins de droite disaient bon, c'est pas très utile, latin, apprenez l'anglais, parce que finalement, l'anglais, vous avez pour rentrer dans le commerce. Puis les gens de gauche disaient, mais c'est élitiste. Alors, on se trouve coincé entre des gens qui, pour des raisons différentes, refusent ce pouvoir libérateur du savoir, et c'est extrêmement difficile de dire, oui, c'est ça.
ce que nous devons privilégier, mais c'est toujours le même mot qui revient. Je crois que c'est la 4e ou 5e fois dans cette conversation. Nous devons être libres. Et c'est ce qui... Partout, on nous grignote. Alors aujourd'hui, je rencontre un écrivain, je rencontre aussi un politique quand même, hein, et j'ai envie de dire, est-ce que Jean Romain, il est plus proche de Bertrand Reich ou de Philippe Nantermo? Bon, moi, je connais beaucoup mieux Bertrand Reich parce qu'il était le président à Saint-Maurice. Et Bertrand Reich, je dirais lui, comme ça de but en blanc, il a une dimension littéraire. Bertrand Reich est très sensible. Je connaissais la réponse avant de la poser, mais c'est ça. Il est très sensible à ça. Il devrait venir ici aussi, d'ailleurs, je crois. Ah ben alors c'est parfait. Il le fera volontiers. Donc il a toute cette dimension littéraire. Et alors, quand à un moment donné, on a voulu simplifier le français, tous les départements de l'instruction publique, nigauds comme ils sont en train de dire oui, mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir une langue aussi compliquée parce que la langue, c'est fait pour transmettre ce que l'on pense. Oui, mais enfin, c'est pas seulement ça. Il y a une dimension beaucoup plus large. Et alors, Bertrand Reich a été tout à fait avec moi dans ce combat que j'ai perdu, évidemment, mais ça fait rien. On ne se bat pas dans l'espoir de succès. Mais que j'ai perdu pour justement essayer de conserver dans le français toute la dimension de nuance de la plus belle langue du monde. Et comment valaisans ont choisi le PLR à Genève? Moi, j'ai été assez proche de Couchepin. J'ai écrit un livre avec Couchepin à l'époque, j'ai été assez proche, je le rencontre et c'était pas le PLR, c'était le Parti radical, n'est-ce pas, à l'époque, et donc c'était un parti qui avait à la fois une dimension sociale et puis une dimension étatique, une dimension économique, bref, le Parti radical. Et à Genève, alors assez naturellement, quand on m'a demandé, je sais pas, moi je voulais pas faire trop de politique, on m'a demandé... Mais tu en as fait quand même... J'en ai fait 15 ans. Voilà, puis j'étais président du Grand Conseil de Genève, donc quand on m'a demandé, j'ai dit oui, moi c'est ce parti-là qui puis il y a eu la fusion avec le PLR que je voulais. Est-ce que c'est pas une critique légitime de dire d'un organe législatif, de la Constitution, qu'elle soit communale, cantonale ou fédérale, que c'est un organe de pure ratification et approbation sans intérêt? Non, c'est pas sans intérêt. Une constitution, c'est le droit de base. Hein. Moi, ce que je veux dire, c'est que je me mets dans la position du député. Le rôle du député, est-ce qu'il n'est pas un rôle d'approbation et de ratification, et finalement avec une influence vraiment très très limitée, finalement? Bien sûr, parce qu'on partage, n'est-ce pas? À Genève, on était 100 députés, mais ce qui était intéressant à Genève, que je ne connais pas, me semble-t-il, le Valais, je ne suis pas spécialiste, c'est que nous, on peut faire des projets de loi, au même titre que l'exécutif. Donc, on peut arriver devant l'Assemblée en disant, voilà, on a un projet de loi, et ce projet de loi, il peut être suffisamment fort pour contraindre un tout petit peu, mais vous avez raison. Mais vu rétrospectivement, est-ce que ça a été enrichissant, franchement? Pour moi, oui. Ah oui. Et c'est quoi le côté vraiment magnifique de cette période alors? Parce que le côté magnifique pour moi de la période politique a été justement qu'on est au carrefour de tous les vents de la République, on rencontre du monde, on peut modifier, un tout petit peu c'est vrai, hein, on peut modifier certaines choses, on est au fond élu par le peuple et d'aller écouter le peuple. Quand on est prof de philo, on n'écoute pas tellement le peuple, on écoute les élèves. Tandis que là, moi je me fais arrêter dans la rue, etc. Même ici en Valais, tout à l'heure, quelqu'un m'arrête en me disant « Ah, écoutez, j'aimerais discuter de vous de ça ». Alors moi j'aime beaucoup ça parce que finalement, je crois que le député élu du peuple doit être la caisse de résonance des voix qu'il entend autour de lui. Et puis à l'inverse, un moment qui est à l'opposé du moment gratifiant, un peu catastrophique ou désastreux de cette période politique, je dis. Ouais. Ce qui était le plus dur pour moi était tout au début parce que les prises de parole se répètent et sont identiques. C'est-à-dire qu'on répète, on a peur de ne pas être compris. Et donc on répète et puis c'est un petit peu lassant. Alors il y a un petit chenille qui consiste au fond à dire bon d'accord, j'ai entendu 20 fois ça. Alors c'est ce côté répétitif là qui est un petit peu lourd et au début je ne comprenais pas pourquoi la même personne disait dans son intervention 3 fois à peu près la même chose avec des mots presque identiques. Alors ce côté là est ennuyeux et puis le côté le plus ennuyeux c'est évidemment la traîtrise des gens. N'est-ce pas? Ça, c'est le plus ennuyeux. C'est-à-dire qu'on vous dit quelque chose en face, et puis ensuite, on fait exactement le contraire en plénière de ce que l'on a dit, etc. Alors,
Moi, je pense que la parole d'un Valaisan, j'étais à Genève en tant que Valaisan, on me repérait comme tel, c'est une des rares choses qui ne subit pas l'inflation, et que quand on veut dire quelque chose, on le dit, puis si on peut toujours dire qu'on n'est pas d'accord. Mais... Et puis la petite question un peu impertinente, comment tu as vécu cet épisode Pierre Maudet à l'intérieur du Parti radical? Alors, j'étais président du Grand Conseil quand l'histoire de Maudet. Alors, moi, j'ai pensé deux choses. La première, c'est qu'évidemment, lorsque j'étais président, il a menti. Ce qu'il a fait, c'est pas fondamentalement le monde à l'envers. Il a reçu 50 000 francs pour aller là-bas. Il n'y a pas eu de contrepartie. Est-ce qu'on peut dire... Il n'y a pas eu de contrepartie, il y a tout ça. Donc, mais il a menti. Alors, en tant que président, je ne peux pas admettre qu'un magistrat mente à une des commissions. Donc, j'étais en désaccord avec ça, mais j'ai trouvé peut-être qu'on aurait pu en user autrement. Et on a fait payer à Pierre Maudet son côté brillant, d'une part, et puis le côté intransigeant qu'il était, parce que lui, il n'a pas été toujours très courtois, arrondi, oui, avec des gens. Donc on lui a fait payer ça, mais de mon point de vue, on lui a fait payer beaucoup trop cher. La preuve en est qu'il a été réélu. En fait, il a fait une connerie magistrale, et est-ce qu'on a le droit de continuer à faire de la politique à avoir fait des conneries? Si on répond non à cette question, je pense qu'on éclaircirait trop le... Mais il n'a pas fait une connerie magistrale. Voilà. La connerie a été de mentir. Voilà. Elle n'a pas été d'accepter l'invitation, de mon point de vue, n'est-ce pas? Je crois qu'il le reconnaît lui-même ça aujourd'hui. Mais oui, mais il l'a reconnu tout de suite. Mais bref, on peut pas... Non, c'est surtout le tout de suite. C'est que s'il l'avait fait tout de suite, je pense que... Bien sûr que oui. Hein, parce que s'il dit après avoir menti, assez rapidement, écoutez, j'ai menti, voilà ce qui s'est passé, etc., je pense qu'il aurait été pardonné et un peu... Mais oui, on fait un blâme et puis voilà, c'est fini, voilà. on est d'accord. Ouais, voilà. Puis alors maintenant, la troisième profession, j'ai envie de dire, écrivain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait, je cite souvent ce petit passage de Lacan qui dit « le style, c'est l'homme ». Qu'est-ce qui fait qu'on a ce style, finalement, en tant qu'écrivain et pas un autre? C'est cette trace d'ADN... Ça dépend de ce qu'on appelle le style. Hein. Alors voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est quoi le style d'un écrivain? Le style, c'est la vision du monde. C'est pas de mettre tel adjectif, ou etc. Mais on se rend compte, pour prendre deux opposés qu'on a cités tout à l'heure, le textuel de Proust et de Ramu, hein, exact, ou de Céline. Ou de Céline, par exemple, exactement. On est dans un champ totalement différent, puis on sent que ces trois, ils ont vraiment ce registre de style qui fait que ce sont des grands écrivains. Juste, et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est pas seulement la manière d'écrire classique ou pas classique, ou qui veut heurter. C'est cette sorte de... Au fond, dans le style, c'est la voix qui compte. La voix de l'écrivain. C'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, oh mon Dieu, tout le monde l'a déjà dit 1000 fois. Mais c'est quoi la voix, justement? Alors, c'est ce qui fait... C'est ce qui chante dans le chant. C'est ce qui fait qu'il y a de la littérature. C'est quelque chose qui est en dessous et qui ne peut pas tricher. C'est-à-dire que la voix, c'est aussi la voix, sa propre voix. C'est l'imperceptible? Non, on l'entend très bien. On l'entend très bien. Il est pas on l'entend très bien. On se rend compte que de temps en temps, on peut offrir, par exemple, Céline à quelqu'un qui découvre et qui dit, ce gars, il ne sait pas écrire. Oui. Parce qu'il ne saisit pas la puissance de cette voix. C'est ça. Et le bon professeur, c'est celui qui dit à l'élève, ferme-la, écoute. Écoute. Et puis, on entend les mots, on entend les idées, mais les idées, en fait, voilà, c'est ce qu'il y a de plus commun. Et puis, si on a l'oreille qu'il faut, un peu comme un musicien, n'est-ce pas, rythmicien, etc., on entend quelque chose qui est là, qui est tout le temps là, et vous pouvez changer les mots. Si la voix est là, n'est-ce pas, c'est ça qui fait qu'il y a de la littérature. La voix, c'est ce qui fait qu'il y a de la littérature et que ce n'est pas l'annuaire téléphonique. On découvre sa voix, on l'améliore, on la trouve en soi, ou elle émerge de manière presque pulsionnelle. Alors il faut de la technique, évidemment, mais je crois qu'on a toujours... La voix que tu as maintenant, c'était celle que tu avais à 6 ou 7 ans. Seulement, tu ne le savais pas. Et puis, par la technique... Alors, ça émerge? Oui, oui, bien sûr. Mais ça peut émerger par l'écriture, mais ça peut aussi émerger par le piano, ça peut émerger par la guitare, ça par le violon. On apprend à écrire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais parce qu'il faut quand même pouvoir... L'écriture n'est pas innée.
le langage est inné, mais qu'on écrit toujours dans une langue étrangère, n'est-ce pas? Et donc on apprend, mais on apprend comme on apprend à utiliser un instrument. Se mettre devant un piano et puis pas avoir la technique, c'est très rare que ça fasse passer quelque chose. Je crois qu'on doit apprendre, on doit faire ses gammes. On m'a dit, mais je ne suis pas un spécialiste de Ramu, on m'a dit que Ramu il avait le potentiel d'une écriture classique formidable à la Proust et que volontairement, il a en quelque sorte comme ça cassé ou je ne sais pas quoi pour créer il fait du Ramu. Voilà, il fait du Ramu et pas autre chose. Oui. Alors qu'il aurait pu faire, il aurait pu écrire dans un français extraordinairement classique, etc. Pas rugueux, enfin je ne sais pas comment on définit cette écriture. C'est quoi la tienne? Moi, je suis assez classique dans la manière de faire. Hein. Tu n'as pas changé. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, je veux laisser une petite trace de subjectivité totale qui fait que quand on ouvre un livre de Jean Romain, on sait qu'on n'a pas un autre livre. Parce que comme toi, qui as lu un nombre de livres incalculable, tu te rends compte au bout d'un moment des textes que tu ne connais pas, que peut-être ce texte il aurait été pris par Proust, parce qu'immédiatement, tu sens son style. Je te fournirai un truc d'un autre écrivain, je ne sais pas, tu pourrais dire, tiens, ça c'est... Oui, on reconnaît. Alors ton distinguo... Je ne sais pas, moi. Non, justement, c'est ça. C'est des questions qui sont extraordinairement difficiles. Oui, je ne sais pas. C'est prétentieux pour imaginer d'abord qu'on a une voix, et puis c'est pas le succès dans la vente des livres ou dans la lecture qui fait ça. C'est qu'à un moment donné, cette voix, quand quelqu'un lit un livre, eh bien, ça rentre. Moi, j'ai eu un truc extraordinaire. J'étais à côté de Antoine Gallimard dans le train qui m'amenait du Caire à Alexandrie d'Égypte. On allait visiter. Et puis, j'étais comme ça, à côté. Et puis, j'étais là pour parler d'un des livres que j'avais fait qui se passait en Alexandrie, en Égypte. Et puis, Gallimard me dit, vous avez le livre? Puis je dis oui. Il lisait à côté de moi mon livre. Et moi, je me disais, qu'est-ce qu'il entend? Parce que je connais l'histoire, mais l'histoire, elle est racontée vite fait. Mais qu'est-ce qu'il entend d'être en face de quelqu'un dans un train? Il y a pas de retour. Oui, il voulait le publier, puis Dimitrievitch de l'Âge d'Homme n'a pas voulu. Il a dit, je le ferai moi en livre de poche. Mais peu importe ça. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à un moment donné, quand on a une voix que l'on entend en lisant un livre, on fait des grimaces. Des grimaces intérieures peut-être, ou pas seulement intérieures, parce qu'on entend quelque chose qui dépasse. On entend quelque chose de transcendant. Alors, j'en viens à un point qu'on a abordé très rapidement tout à l'heure. Je côtoie un peu les écrivains de Suisse romande là aujourd'hui, et puis il y a cette idée, en quelque sorte, que pour être, disons, reconnu, c'est le gros mot, reconnu, il faudrait être édité en France. Oui, c'est ce qu'on disait. Mais c'est quelque chose de réel ou... Je sais pas, n'est-ce pas, pour être reconnu. Et cette tentation, oui, elle est là, la tentation. Tu as présenté des livres aux grandes maisons d'édition. Oui, moi j'ai été édité aussi en France. D'ailleurs, quel livre il faudrait lire pour celui qui n'a jamais lu le dernier. C'est lequel? Raconte-moi la route. De l'édition Slatkin à Genève. D'accord, ok. Ouais. Mais disons, voilà, c'est toujours le dernier, parce que. Enfin, le dernier. Tout le monde dit heureusement c'est le dernier, il n'en fera plus. Hein. Mais non, je crois que c'est il y a la potentialité de Paris de diffuser, hein, c'est ça. Il y a le prestige de la grande ville qui a quand même connu les plus grands écrivains, etc. Et de ce point de vue-là, ce prestige, il est quand même là. Et beaucoup d'écrivains regardent vers Paris et essayent de se faire éditer. Il y en a eu, mais je crois que c'est là où on vit que c'est le mieux d'être édité, parce que c'est là qu'on connaît le mieux. Alors évidemment, on vend plus de livres, mais est-ce que c'est ça que le but? Je ne sais pas. Et c'est quoi ton regard sur le monde de l'édition qui reçoit des manuscrits? On dit qu'il y a trop de livres qui sont publiés, etc. Et qui doit, dans un espace de temps finalement assez réduit, décider que ce livre choisir à une qualité... etc. Est-ce que cet exercice, d'abord, tu l'as fait déjà pour des tiers à un moment donné ou... Oui, attends, j'ai aidé une édition. Mais si on admet ma théorie que c'est la voix qui compte, après 10 pages, on l'entend ou on ne l'entend pas. C'est ça. Donc la plupart des éditeurs, ils disent ça. Mais oui, mais c'est ça. Mais moi, j'entendais ça chez les élèves qui écrivaient. J'entendais, je leur disais, mais j'entends ce que vous avez mis là derrière. Et c'est ça qui m'intéresse.
Essayez pas de m'imiter, d'imiter quelqu'un d'autre. Soyez celui qui donne sa chance à sa propre... Alors, je crois que dans un comité de lecture, on entend ça assez vite. On n'a pas besoin de lire tout le livre. Est-ce que le style de l'écrivain, c'est un peu le timbre de voix du chanteur? C'est ça. C'est ça, c'est le timbre, mais... C'est ce que j'ai dit, c'est ceux qui chantent dans le chant. C'est quelque chose en dessous et qui dépasse. C'est l'inimitable, finalement. Voilà, c'est ça. C'est le visage, de nouveau, puisqu'on revient là-dessus, c'est le visage de celui qui écrit. Parce que dans ce livre-là, justement, Aristote, la poétique, il parle de l'imitation, en quelque sorte. Hein. Quelles sont les chances de faire quelque chose de concret, de la représentation du monde par imitation? Mais cette imitation, en fait, pour l'écrivain, doit être inimitable, finalement. Ça ne veut pas nécessairement dire ça. J'ai pas besoin de réinventer le monde pour pouvoir faire entendre la voix. La mimésis d'Aristote, l'imitation, c'est de dire, écoutez, il y a un modèle, et sur ce modèle, vous pouvez, quand vous faites une dissertation, il faut une introduction, un développement, une antithèse, etc. Donc ce modèle, c'est ça. Mais maintenant, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Il y a une sorte de cadre de fer dans lequel la liberté est possible. Et je crois que c'est ça, finalement. Tu posais la question de l'enseignant. L'enseignant, c'est celui qui met un cadre de fait. Écoutez, c'est pas vous qui allez faire ce que vous voulez, c'est moi qui dis comment ça marche, etc. Mais vous avez la liberté dans ce cadre que je mets de laisser parler quelque chose en vous qui, sans cela, ne parlerait pas ou serait trop dispersé. Il y a ce mot liberté qui est revenu plusieurs fois, et si on regarde les années 70, où tu étais adolescent, 80, etc., et qu'on a ce regard aujourd'hui, on a une sorte de liberté dans le dit, dans les mots choisis, etc., qui est de plus en plus limitée. Oui. C'est quoi ton regard, et puis d'où ça vient, cette espèce d'intolérance? Ça vient de là. Ça vient du fait que la morale prend toute la place. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai écouté hier soir une émission où Bernard Pivot, c'était une émission qui avait du temps d'apostrophe, qui a duré une quinzaine d'années, où l'on avait fait un montage avec des scènes. Bien. Et je me dis, mais c'est pas possible de s'engueuler comme ça. Ici, maintenant, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on est tout de suite soupçonné d'être facho. Ça, c'est le grand mot, n'est-ce pas, qu'on lance, d'être d'extrême. C'est la perte du débat. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de débat. Il y a ceux qui sont d'accord et qui sont du bon côté, et puis les autres qu'on regarde avec condescendance quand on ne les agresse pas. L'émission de Michel Pollack, elle ne pourrait plus avoir lieu aujourd'hui. Non, moi, je n'aimais pas cette émission parce que c'était trop bordélique. Mais non, elle ne pourrait plus avoir lieu. Il y a beaucoup de choses qui ne pourraient plus avoir lieu aujourd'hui. Il y a des quantités de chansons. Oui, Charlotte Gainsbourg disait de son père qu'aujourd'hui, oui, il serait banni des ondes. Oui, parce qu'il était déjà pas n'est-ce pas, le gentil garçon. Oui. Aujourd'hui, il est honni. C'est-à-dire qu'on lui soupçonne du pire. Et c'est ça qui est dommage. Nous devrions pouvoir discuter dans un désaccord clair, n'est-ce pas? Et au bout duquel, ben voilà, chacun a exprimé sa position. Et alors c'était flagrant chez Pivot, il y avait ça. On a perdu l'habitude de ça, n'est-ce pas? Au fond, tout le monde fait d'autres lignes d'approbation, ou alors, au pire, ne dit rien. Moi, j'aime les gens qui disent non, mais qui assument les conséquences de ce non. Et alors, il y a un sujet, je m'aperçois que j'ai oublié, j'avais noté les petits mots, qui t'a traversé dans ton champ d'intérêt et puis de professorat, c'est la pédagogie. Je crois que tu as été très critique envers les pédagogues. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? En quelque sorte, c'est l'appréhension de l'enseignement et du bon enseignement. Non, alors la pédagogie, c'est quelque chose de profondément positif. Mais le pédagogue, c'est celui qui prend l'enfant par la main, n'est-ce pas, chez les Grecs, et qui l'amène jusqu'à l'école. Moi, ce que j'ai critiqué... Mais dans tes critiques, tu ne l'as pas entendu comme ça. Hein. Non, c'est les pédagogistes. C'est-à-dire ce mot qui fait qu'en définitive, il y aurait de nouveau une seule doxa pour l'école. Et si on s'écarte de cette doxa, c'est faux. Ça fait énormément de mal. Ça fait énormément de mal. Qu'est-ce que recouvre pour toi le terme doxa dans l'enseignement d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on est en train de revenir. Mais par exemple, on n'enseignait plus à lire B, A, bas. On enseignait la lecture globale. Alors, pour le bon élève, quelle que soit la méthode, quel que soit le prof... Le souci. Non, aucun souci, 15%. Mais on largue toute une série de gens parce qu'on doit, pour enseigner, aller du plus simple au plus complexe. L'intelligence humaine fonctionne comme ça. Alors les facultés des universités, la FAPC, enfin, tous ces gens qui mangent un énorme fromage et qui ont fui
l'enseignement, disent aux autres comment faire et eux ne savent pas comment faire. Donc moi j'ai pesté contre ces gens-là en disant, moi je suis pour la liberté. La meilleure pédagogie, c'est celle qui correspond à mon intérieur et à la relation que j'ai. Alors, il y a des mauvais profs, il y en a toujours eu, n'est-ce pas? Il y a des bons profs, il y en a toujours eu. Mais ce qui est important, c'est la qualité de la relation, de façon à ce que l'autre se sente reconnu. Et au fond, l'étymologie du mot élève, c'est s'élever. C'est ça le but. Et pas les formater aux tablettes scolaires. Alors, puisque j'ai le plaisir d'avoir un philosophe en face de moi qui connaît un peu saint Thomas d'Aquin, hein, je pense, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui saint Thomas d'Aquin de l'éclosion dans la cité de l'intelligence artificielle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis même pas tout à fait sûr de savoir exactement jusqu'où on peut aller avec cette intelligence. Ce que je sais, c'est que c'est une aide qui est très très précieuse. Ça c'est l'outil. Oui, du point de vue outil, c'est extrêmement précieux parce que je ne vois pas. Les Grecs avaient bien sûr des esclaves, nous on pourrait avoir des ordinateurs qui nous permettent de faire ça. Est-ce que ça remplace, alors j'écoute les débats, est-ce que ça remplacera l'être humain? Ce qui est important pour un être humain, c'est justement ce sentiment spirituel d'aller regarder vers le haut. Je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle le permette. Est-ce qu'on peut imaginer un saint Thomas d'Aquin, personnage numérique, enseignant des jeunes étudiants, Aristote par exemple? Je ne crois pas, non. Non, je ne crois pas. Puisque... Donc on vient à la relation. Oui, c'est ça. On sent très bien que c'est la relation qui fait la différence finalement. On va espérer que l'homme numérique, saint Thomas d'Aquin, aussi brillant soit-il, et érudit, ne soit pas dans le champ relationnel. J'espère que... Mais Thomas d'Aquin voyageait dans l'Europe, il rencontrait du monde, il y avait cette sorte de contact physique. Moi, je crois au contact physique, je veux dire, on s'entend bien, hein, à la présence, à la réelle présence. C'est ça que je veux dire. Et cette réelle présence. Moi, le plus beau compliment qu'on m'ait fait de toute ma vie de professeur, c'est qu'une élève a dit « Merci d'être là. J'étais là. » Des fois, c'est ce qui fait la différence. Ouais. Hein. C'est ça. J'étais pas derrière un écran ou ailleurs. Et qu'est-ce que tu dirais à deux filles, l'une passionnée de littérature qui fait Fribourg, l'autre passionnée de philosophie qui fait Fribourg, et qui aime étudier, etc. C'est quoi le chemin de vie sur le plan professionnel de ces gens-là qui ont opté finalement pour des études, on va dire, vues de l'extérieur souvent, du monde économique, hein, défendu par le Parti radical? C'est quoi leur chemin de vie professionnel? Mais le chemin de vie professionnel, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand on est vraiment passionné par quelque chose, quand on s'implique dans quelque chose, ça intéresse du monde, y compris le monde économique, n'est-ce pas? Ce que l'on sait en tout cas, c'est que beaucoup d'étudiants qui sortent du collège avec le grec, le latin, qui du point de vue pratique ne sert pas à grand chose, eh bien ces gens-là sont brillants parce qu'au fond d'abord ils se sont confrontés à d'autres mondes que le leur et puis surtout ils se sont confrontés à des difficultés qui construisent. Je crois que c'est ça. Mais il ne faut pas faire des études nécessairement en disant eh ben voilà, on a besoin de 250 informaticiens, je vais faire de l'informatique. Oui, c'est vrai qu'on a besoin de ça, il faut faire de l'informatique, mais mieux vaut... passionné pour ça. Non, voilà, mieux vaut faire de la philosophie, de la littérature, tout ce que vous voulez, avec passion, d'entrer dans le monde avec cette passion et cette offre que vous pouvez faire, que, évidemment, être formaté sur une discipline qui nous ennuie profondément. Et pour terminer, un morceau de musique, de chanson ou d'opéra ou de musique classique qui pourrait clore cet entretien si... Oui, bon, j'ai beaucoup de choses. Pour la musique, j'aime beaucoup Barbara, Brel, sans les classiques français. Oui, les classiques français, mais il y a encore des gens maintenant aussi comme d'autres qui me plaisent assez. Et puis évidemment le Stabat Mater de Pergolèse. Ah, une petite question là, plutôt personnelle. Pourquoi avoir changé le nom Jean-Romain Putala en Jean-Romain? Parce que mon frère est aussi prof de philosophie, on n'a pas exactement les mêmes orientations, et puis à un moment donné, c'est l'éditeur qui avait fait ça. Ah d'accord. Sur le premier livre, en 1980 quelque chose. Et donc le pseudo est venu naturellement? Oui, et puis tout le monde m'appelle comme ça, et puis même j'étais élu sous ce nom-là. Alors, merci pour ce moment, merci. Jean-Romain.